Nous sommes rejoints par Jean-René Loubat, psychosociologue, docteur en sciences humaines, consultant et formateur. Nous sommes dans l'approche politique et sociologique, faire institution autrement, logique de parcours et nouvelles modalités d'accompagnement. Tel est le thème d'intervention de Jean-René Loubat qui s'installe et que donc nous allons écouter avant là aussi un temps d'échange avec la salle. Alors, appuyez sur le bouton si vous voulez bien. Le principal devant vous. C'est bon. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'interviens au pire des moments puisque c'est celui où vos estomacs commencent à pression acide. Et on a pris du retard. Alors évidemment, j'ai noté que le parcours c'est difficile parce que vous avez vu que rentrer dans l'UNESCO c'est déjà compliqué. Donc on imagine bien que forcément tout parcours est compliqué et surtout imprévisible. Alors il y a un terme sur lequel je peux rebondir très, très facilement et qui va faire transition, c'est le terme d'anticipation. Il a été prononcé plusieurs fois ce matin. Anticipation, c'est le mot-clé. C'est le mot-clé parce que si effectivement on veut pouvoir gérer les évolutions, gérer l'avenir, il faut pouvoir anticiper un certain nombre de scénarios. Je cite souvent cette fameuse phrase de Léonard de Vinci qui disait « Ne pas prévoir, c'est déjà gémir ». Effectivement, on paye toujours ces imprévisions dans tous les domaines. Alors notre secteur n'a pas fait preuve de beaucoup d'anticipation, il faut bien le dire, même s'il faut nuancer ce propos naturellement, ce secteur n'est pas uniforme, loin de là. Mais on n'a pas beaucoup anticipé pour une raison très simple, c'est que ça n'était pas nécessaire. Nous sommes dans un secteur qui a été pendant longtemps un secteur dépensier, dépendant d'une économie administrée. Ça a été dit précédemment, finalement, un dirigeant, chaque année, son budget était réexaminé, et même pendant longtemps, il faisait du déficit pour avoir plus de moyens, ce qui est un système économique évidemment totalement suicidaire, mais qui a perduré. Comme dit Jean-Pierre Hardy, notre secteur n'a pas connu seulement 30 glorieuses, mais 50 glorieuses. C'est-à-dire que même après les premiers chocs économiques, nous avons continué d'être dans un secteur très protégé économiquement. On était donc dans une logique comptable où il suffisait d'équilibrer, et même si on déséquilibrait, on n'était pas sanctionné. Voilà. Donc automatiquement, dans ces conditions, pourquoi anticiper? On n'a pas anticipé l'évolution des populations, on n'a pas anticipé l'évolution du concept de handicap. 38 ans après, quand même, excusez du peu, 38 ans après, la classification de Wood, elle n'est toujours pas intégrée par tout le monde. Par la puissance publique en premier lieu, mais là encore pour des raisons très pragmatiques, puisqu'on parle toujours, la puissance publique parle toujours de personnes handicapées, MDPH, Séraphin PH, alors que le terme n'existe plus depuis 38 ans. J'entends encore des professionnels, des administrateurs qui me parlent de handicap mental, handicap moteur, alors que ça n'existe plus. Voilà. Donc oui, on n'a pas anticipé tout ça, on n'a pas anticipé non plus l'évolution des professionnels, puisqu'on a très peu d'outils managériaux, on ne fait pas de GPEC, on commence à peine à en faire. On n'a pas anticipé le décalage qui s'est creusé entre l'évolution des publics et des compétences. Voilà. Donc on n'a pas anticipé beaucoup de choses. Et donc forcément, nos problèmes viennent de là parce que ce que je dis toujours, et ce que je dis depuis déjà pas mal de temps, c'est que la France a pris beaucoup de retard par rapport à son environnement immédiat. Et finalement, elle est sommée de faire en 10 ans ce que d'autres pays ont fait en 30 ou 40 ans. Voilà le souci que nous avons essentiellement aujourd'hui. Ce qui cause évidemment des tensions, ce qui cause parfois heureusement de l'enthousiasme par ailleurs, mais ce qui peut causer aussi des tensions, ce qui peut causer parfois un sentiment de dépaysement, de sidération, de surprise de la part d'un certain nombre d'acteurs et de professionnels. Ça a été rappelé encore précédemment, on a connu dans les dernières années, au fond, disons-le, une avalanche de textes, de rapports, de recommandations, de textes de loi, etc., comme on n'en avait jamais connu. Il s'est passé au fond plus de choses en quelques années qu'en 20 ou 30 ans. Voilà. Je m'en réjouis d'ailleurs, c'est très bien, oui, mais cela dit, le problème c'est que c'est très difficile de faire en 10 ans ce qu'on n'a pas fait en 30 ou 40 ans sans un phénomène de compression, sans le faire à marche forcée. Car il faut bien le dire, ce à quoi on assiste aujourd'hui, et ce n'est pas péjoratif, mais c'est un fait objectif, c'est une reprise en main
quasi manu militari, par la puissance publique. Alors, je ne prête pas de mauvaises intentions. Je dis simplement que, voilà, effectivement, la mise en place des ARS, les véritables préfectures de santé, la procédure d'appel à projet qui a été évoquée tout à l'heure, tout ça, c'est une manière de taper du poing sur la table et de dire c'est nous qui reprenons les commandes au nom du fameux adage qui paye commande. On ne peut pas le reprocher à la puissance publique, d'une certaine manière, puisque effectivement, elle finance, elle a des soucis de ce point de vue-là. Hein, elle a un souci de maîtrise des dépenses publiques, donc on ne peut pas lui reprocher d'être soucieuse de maîtriser les dépenses publiques. Mais encore une fois, ce qui est remarquable, c'est que cette reprise en main se fait dans un temps extrêmement court. Bien sûr, toute reprise en main a son revers. Là aussi, ça a été évoqué, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre de l'eau dans son vin parce qu'on ne peut pas faire avancer les choses tout seul, de manière unilatérale. Et donc, on a besoin du concours des acteurs. Alors, Denis Piveteau l'a évoqué tout à l'heure, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose que je pense aussi complètement. Il y a ce qu'on appelle les lames de fond, les forces souterraines, en fait, hein, qui régissent les évolutions d'une société et sur lesquelles travaillent précisément les sociologues, les historiens, notamment. Et puis, il y a les péripéties quotidiennes, l'événementiel, qui en fait peut faire du bruit, mais qui, si on est averti, nous renseigne parce que ce sont des symptômes. Par exemple, vous voyez, les gilets jaunes, ça pourrait passer pour une péripétie. Bon. Mais finalement, c'est un symptôme. C'est un symptôme d'un mal très profond, bien entendu, qui touche notre pays. Et notre secteur, évidemment, est dans notre pays, donc il est également impacté par un mal français. Et finalement, quel est ce mal français ? Mais on le connaît bien, enfin, si on est sociologue et historien, on le connaît très bien, il est congénital, il est lié à la manière dont notre pays s'est constitué autour d'un État. Vous savez, la France, c'est un État qui a créé une nation, c'est un État qui cherche un peuple, d'où nos problèmes d'ailleurs avec l'identité française, là où les Allemands, par exemple, c'est exactement l'inverse, c'est un peuple à la recherche d'un État. Bon. Donc, nous sommes le pays le moins libéral de tous les pays développés, nous avons un État surdimensionné, pour des raisons historiques. On est passé d'une monarchie parisienne, monarchie absolue, à une république absolue. Et nous connaissons donc une hypertrophie de l'État. Nous sommes étato-dépendants en France. Même quand il neige, on se tourne vers l'État. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Nous avons 2 fois plus de fonctionnaires que les Allemands, par exemple. Et quand on est dans un système hyper-étatisé, il est hanté par la question du schisme et par la question du contrôle. Nous sommes dans un pays, nous sommes hantés par la question du contrôle. Et quand un pays est hanté par la question du contrôle, il développe toujours une administration qu'il veut lui-même contrôler, bien sûr, donc qui se subdivise, qui se complexifie, etc. Vous l'avez compris, la France est le royaume de la complexité. Il suffit de voir, finalement, que nous sommes les seuls à avoir produit, avec un tel acharnement, par exemple, des catégories infinies de handicap. Vous avez le pluri, le multi, le polyhandicap. Alors, certains préfixes sont en grec, d'autres en latin, mais il faut qu'on m'explique quand même quelle est la différence de ces préfixes. Voilà. Alors, vous êtes un IMC, un vrai info d'ailleurs, vous êtes un autiste, Asperger, bas niveau, voilà. On s'est acharné à créer des catégories de population qui, finalement, n'ont aucun intérêt. Évidemment, de la même façon, on s'est acharné, du coup, à créer une infinité de catégorisations d'établissements. Je ne peux pas vous lister l'infinie variété de services entre les SPASAD, les SAPAD, les S3AIS, les CESAD, les SAMSA, les SAAD, les SAED, etc. C'est absolument délirant. C'est proprement délirant. Voilà. Alors, face à cette complexité, vous comprenez bien que l'enjeu du changement aujourd'hui, ce n'est pas tellement de savoir vers quoi on va, parce que ce n'est pas original, on sait vers quoi on va. Bon. On ne va pas réinventer l'eau chaude. Je veux dire qu'il y a des pays qui ont déjà fait ça, il y a des convergences de plus en plus évidentes aujourd'hui au plan international. Donc on sait très bien où on va et les pouvoirs publics au plus haut niveau nous montrent la voie. La question aujourd'hui, c'est plutôt comment y aller. C'est une question de méthode. C'est que l'autre problème, comme dans tout changement d'ailleurs, c'est la déconstruction. Je cite souvent cette phrase du grand psychologue René Zazot qui disait « L'intelligence, c'est désapprendre ». C'est une boutade, mais c'est une boutade très profonde. Le problème dans le changement, ce n'est pas l'apprentissage, c'est le désapprentissage. C'est-à-dire, c'est sortir de nos schémas, de nos routines, qui nous font voir les choses d'une certaine façon et dont on a du mal à sortir. Parce qu'il va falloir déconstruire un immense écheveau
qui a mis des décennies à se construire. Et c'est là notre problème. Alors, il faut faire quelques petits rappels historiques quand même pour savoir pourquoi nous en sommes là, pourquoi nous avons aujourd'hui tout un nouveau glossaire. On a cité quelques mots-clés: désinstitutionnalisation, inclusion, logique de parcours, optimisation des ressources, CEPOM, plateforme de services, coordination, etc. Voilà. Nous en sommes là pour deux raisons essentielles, ce qu'on appelle justement deux lames de fond. Et comme toutes les lames de fond, elles partent de loin, et il faut comprendre, bien savoir que tout ce que l'on vit aujourd'hui, en fait, est parti des années 60. Donc, en termes de prévision, on avait de la marge, bien entendu. C'est parti des années 60. Les grands changements sociétaux sont très liés au phénomène de guerre. Les guerres sont des activateurs de changement, et tout ce que l'on vit aujourd'hui est lié en fait à l'après-Seconde Guerre mondiale, qui a été un moment de grand chambardement, de solidarité, de reconstruction, etc. Je ne vais pas refaire l'histoire parce que vous n'avez pas le temps, mais simplement pour rappeler quand même que c'est dans ces années-là que, au fond, nos mœurs ont commencé à changer, les mœurs sur lesquelles nous fonctionnons aujourd'hui, que ça a eu un impact, bien sûr, sur les droits des personnes et sur notre vision de l'homme et de la société. Dans les années 60, pour faire simple, quelques marqueurs. C'est aux États-Unis l'affirmation des droits civiques des Afro-Américains. C'est l'Independent Living Movement qui concerne les personnes en situation de handicap et qui demande, elle aussi, à bénéficier des mêmes droits que les autres citoyens. C'est le mouvement des homosexuels, c'est le mouvement des femmes, c'est le mouvement des consommateurs. C'est la révolution écologique qui nous donne une autre vision de l'homme inscrit dans son environnement et qui va bouleverser les sciences humaines et sociales et qui va tout simplement avoir une incidence sur notre perception du handicap, puisque cette révolution écologique est à l'origine même de la classification internationale du handicap, qui va devenir dans les années 2000 la fameuse CIF. Et on ne peut pas comprendre la théorie de l'inclusion si on ne fait pas référence à cette révolution écologique, puisqu'elle va modifier notre rapport du handicap. Vous savez qu'à partir de là, il n'y a plus de personnes handicapées et de personnes non handicapées. Le handicap, la situation de handicap, c'est tout simplement le résultant d'une inadéquation entre nos capacités et les exigences d'une situation. C'est ça qui va révolutionner notre vision du handicap. Donc dire qu'on est en situation de handicap n'est pas une pirouette rhétorique, c'est un bouleversement fondamental de perception. À partir de là, il n'y a pas d'un côté une population, de l'autre côté la population ordinaire, il y a un continuum. Nous sommes tous en situation de handicap, même si certains le sont évidemment de manière beaucoup plus importante, durable, intense, pénalisante, dramatique, pénible, etc. Mais nous sommes tous en situation de handicap et nous avons tous à gérer ça. Nous sommes d'abord largement incompétents avant d'être un peu compétents dans certains domaines. C'est pour ça d'ailleurs que nous choisissons certaines professions, pour masquer la globalité, la très grande largeur de nos incompétences. Nous pouvons tous être en situation de handicap, parfois c'est minime, c'est sans grand intérêt. Par exemple, l'autre jour, je n'arrivais pas à prendre un ticket de RER. Voilà, c'est pas très grave. Bon, c'est une situation de handicap qui est très légère, qui ne dure pas longtemps. Je me suis fait aider par quelqu'un. Voilà. En fait, tous les jours, on est en situation de handicap, et qu'est-ce qu'on fait ? Il y a deux solutions. Soit on les fuit, voilà, c'est une bonne tactique, mais on ne peut pas tout le temps les fuir. On ne peut pas faire les impôts, par exemple. Voilà, bon. Et puis, sinon, on trouve des modes de compensation, matériels ou humains. On demande à des gens compétents de faire à notre place. Bon. Voilà, c'est ce que je fais avec mon garagiste, avec mon médecin, avec mon expert comptable, en fait, avec une foule de gens. Parce que je ne suis pas très compétent, en fait, finalement. Bon. Et puis, il y a des modes de compensation technologiques. Vous avez des lunettes, on utilise des voitures, des trottinettes électriques, tout ça. Bon, ça nous évite d'être très compétents. Vous pouvez aller au travail, même si vous n'êtes pas un bon marathonien, grâce au vélo, à la voiture, au bus, etc. Donc ça nous donne une vision totalement différente où l'homme est en interaction permanente avec son environnement et la question est de savoir comment il gère ces interactions avec son environnement. Et là, on n'est pas égal. Certains se débrouillent mieux que d'autres, ça dépend des situations. Voilà. Donc c'est une révolution qui a été introduite dans ces années 60. Alors toujours dans la révolution des mœurs, on a demandé, les personnes finalement ont souhaité de plus en plus être actrices de leur vie. Vous voyez, le slogan « Nous aussi », rien pour nous sans nous. Mais c'est vraiment un slogan des années 60. Voilà. Être acteur de sa vie, ça fait référence au film de Godard, pour ceux qui sont un peu plus âgés, qui connaissent ce film. Vivre sa vie, c'est un film de Godard. Bon.
Et cette idée de revendiquer, peut-être de manière absurde, d'ailleurs ça se discute philosophiquement bien sûr, mais de revendiquer d'être plus acteur de sa vie, eh bien c'est typiquement une culture des années 60. C'est parti de là. Et aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, eh bien, elles demandent finalement, elles utilisent les slogans des années 60, ça a mis du temps, elles demandent à avoir les mêmes droits, les mêmes ouvertures que les autres. Voilà, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Alors après, la désinstitutionnalisation, c'est un processus. C'est un mot qui, effectivement, je l'ai appris aujourd'hui, déplaît Prosper Teboul, mais c'est un terme, effectivement, qu'il faut prendre avec des pincettes, parce qu'il prête à un faux sens. Bon, évidemment, ce n'est pas la fin des institutions, qui serait la fin de ce qui fait société, parce que tout est institution. Les institutions ne sont pas des choses, ce sont des formes symboliques. Nous avons besoin, en permanence, de codifier nos rapports entre nous et nos rapports à notre environnement, donc les institutions continueront d'exister. Il s'agit simplement de les remplacer, parce que les institutions ne prévoient jamais leur fin. Donc il faut les remplacer régulièrement par d'autres. Parfois, ça passe aussi par des moments dramatiques, des révolutions, par exemple, quand il s'agit de remettre en cause des institutions au plus haut niveau. Donc c'est plutôt faire institution autrement, la question aujourd'hui. C'est de penser d'autres institutions que celles que nous avons connues. Je rappelle toujours d'ailleurs que l'origine du mouvement parental, adapéien par exemple, qui est né en 1944 à Lyon, c'est déjà à l'époque, même si ça ne s'appelait pas comme ça, c'était un mouvement pour la désinstitutionnalisation, puisqu'il s'agissait à l'époque de trouver des alternatives pour sortir des personnes de l'univers psychiatrique. Rappelons que ce terme d'ailleurs a été inventé pour la circonstance, et uniquement pour cette circonstance-là, pour désigner l'extraction de l'univers psychiatrique, jugé par certains philosophes comme le dernier bastion totalitaire au sein des sociétés démocratiques. Rappelons-le quand même, c'est la critique de la psychiatrie, et la recherche d'alternatives a généré d'autres institutions. Aujourd'hui, ce terme est ressorti à travers notamment la recommandation européenne pour la désinstitutionnalisation des enfants, est ressorti à l'endroit d'institutions qui elles-mêmes étaient des alternatives, les institutions médico-sociales. Et certaines qui ont proposé une amélioration considérable, disons-le, des conditions de vie pour des personnes qui jusqu'alors parfois croupissaient dans des services psychiatriques, eh bien ces institutions-là, à leur tour, sont réinterrogées. C'est un cycle infini en fait. Chaque institution est menacée tôt ou tard de s'user, de devenir routinière, de trahir ses idéaux et finalement d'enfermer plus que de faire progresser. Donc, il ne faut pas penser un instant que finalement faire l'apologie d'un changement nécessaire, c'est forcément renier pour autant ce qui a été fait. Ce qui a été fait a eu de bonnes raisons d'être fait. Je veux dire, et c'est justement parce qu'il y a un avant qu'il y a un après, c'est parce qu'il y a une expérience qu'on peut penser le futur, le progrès est en fait un dépassement permanent. Voilà. Donc ces institutions ont joué leur rôle, incontestablement, pour aider des personnes à vivre dans une société qui était, durant ces décennies, pas forcément très bienveillante à leur égard. Sauf qu'entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Nous ne sommes plus dans la même société. Et c'est en ça qu'il faut changer, à un moment donné, nos institutions pour les mettre en phase avec ces évolutions. Donc une première grande lame de fond, je dirais, c'est une lame de fond que j'appellerais socio-culturelle, qui a consisté à bouleverser nos représentations, nos mœurs, et qui aboutit au fait aujourd'hui, tout simplement, que beaucoup de personnes en situation de handicap, mais tout le monde, pour finir, n'a pas envie de vivre en institution. Toutes les études montrent que des personnes âgées, à 95%, n'ont pas du tout envie non plus de se retrouver en institution. Quand bien même elles seraient bienveillantes, quand bien même elles offriraient des conditions de vie plutôt bonnes, soyons raisonnables, quand on compare quand même à ce qui peut se faire dans d'autres pays, mais ce n'est pas une vie de vivre en institution. Ce n'est pas normal de se voir dicter sa vie constamment par d'autres, de voir ses propos interprétés, de voir ses besoins pensés, etc. Ce n'est pas normal de vivre avec des gens qu'on n'a pas choisis. Et je ne le souhaite à personne. Et personne d'entre nous n'a envie de se réveiller le matin en se disant est-ce que je vais aller en institution ? Est-ce que vous vous réveillez le matin en vous disant je suis en milieu ordinaire ? Non mais est-ce qu'on peut imaginer la bizarrerie même de ce terme, milieu ordinaire, qui sous-entend qu'en fait il y a un milieu extraordinaire. Bon. Nos sociétés est unique. Il n'y a pas que je sache de droit spécifique pour les personnes en situation de handicap. Ne sont pas des personnes extraordinaires, voilà. Bon. Et nous non plus. Donc, je ne me réveille pas le matin en me disant je suis maintenu à mon domicile en milieu ordinaire. Voilà. Donc il faut modifier notre vocabulaire, modifier notre conception. Il y a des foyers qui se vident aujourd'hui parce qu'il y a des personnes
adultes qui n'ont plus envie de vivre dans l'institution, vous le savez bien. Voilà. Donc tout ça, évidemment, amène un grand chambardement parce que ça pose la question, d'ailleurs, de la relocalisation et de la gestion du patrimoine immobilier. C'est un des freins majeurs à l'évolution de notre secteur et au passage à une société inclusive. C'est un sujet rarement abordé et pourtant qui est très concret. C'est que vont faire nos associations, fondations, etc. de leur patrimoine immobilier dans les années qui viennent. Sachant qu'un certain nombre de ces bâtiments sont en fait très coûteux d'entretien, anciennes maisons bourgeoises, anciens bâtiments religieux, anciens châteaux, etc. Donc, pour lesquels on dépense énormément d'argent public uniquement pour leur entretien. Ce qui est rigoureusement absurde, puisque c'est de l'argent qui ne se transforme pas en service à la personne. Donc ces établissements sont effectivement condamnés à terme, parce qu'on n'aura plus les moyens de les financer, eu égard à la hausse des besoins qui s'annoncent. Et ça m'amène à ma deuxième lame de fond, qui rencontre la première, et qui crée un phénomène irrésistible, c'est une lame de fond démographique et économique. Nos sociétés sont marquées par quoi? Nous sommes développées par quoi? Par deux phénomènes remarquables au plan démographique. La démographie est toujours le dernier mot, vous savez. J'ai un professeur de démographie à l'université qui disait toujours « la démographie scelle le sort des nations ». C'est très juste. Si l'Europe est en déclin, par exemple aujourd'hui dans le monde, c'est parce que l'Europe connaît un déclin démographique. Alors l'Europe, justement, et la France fait partie de l'Europe, connaissent deux phénomènes démographiques remarquables. Le premier, c'est le déclin démographique, alors qui n'est pas forcément très perceptible à l'ouest de l'Europe parce qu'il est compensé par des flux migratoires. Nous sommes des ex-puissances coloniales et nous sommes des pays attractifs au plan économique. Bon. Mais en Europe orientale, par exemple, les pays comme la Hongrie, la Lituanie, l'Ukraine ont déjà commencé à perdre de la population. Ce qui est un phénomène unique en Europe depuis la Grande Peste noire. Bon. Le deuxième phénomène remarquable, c'est le vieillissement. Et on ne mesure pas à quel point ce vieillissement scelle notre sort. Parce que, automatiquement, il agit sur tous les secteurs, notamment économiques. Vivre plus longtemps, c'est vivre vieux plus longtemps. C'est ça, d'abord. Et plus on devient vieux, plus on déclare des pathologies lourdes, plus on connaît des affections de longue durée, de santé de longue durée, et c'est celle qui coûte le plus cher. C'est-à-dire que, paradoxalement, les progrès de la médecine transforment des pathologies aiguës en affections de longue durée, qui sont donc extrêmement coûteuses pour la société. Quand on prend quelques chiffres, sans vous abreuver de chiffres, mais par exemple, savez-vous qu'en 1960, en France, il y avait 400 000 personnes de plus de 85 ans. Dans un an, il y en aura 2 millions. En 2040, il y en aura 4 millions. Et parmi ces personnes, il y a un grand nombre de personnes, évidemment, qui présentent des maladies neurodégénératives, qui sont atteintes, par exemple, d'une maladie d'Alzheimer, des personnes qui vont être dépendantes, etc. Le diabète augmente de 5%, par exemple, par an en France. Alors, je ne vais pas vous abreuver de sociologie médicale, mais les tableaux sont extrêmement éloquents. Les dépenses de santé ne peuvent qu'exploser. 14% du PIB en France, 17% aux États-Unis. Des chercheurs pensent qu'au milieu de ce siècle, ça pourrait atteindre un tiers, si on ne faisait rien, des dépenses publiques. Ça veut dire que plus on va aller, plus on va dépenser en matière de santé. Quand vous prenez la somme moyenne que dépense chaque Français chaque année, elle ne cesse d'évoluer, toujours dans le même sens. Plus de personnes âgées, ça veut dire aussi moins d'actifs. Vous savez qu'en 1950, il y avait 5 actifs pour un inactif en France. On vient de passer au-dessous de la barre de 2. Si vous prenez les retraites, le nombre de cotisants a très peu augmenté par rapport au nombre de retraités qui a presque doublé sur une quarantaine d'années. Je peux continuer comme ça. Vous voyez que le vieillissement a forcément un impact sur notre économie. Or, quand même, il faut atterrir. Les secteurs dits dépensiers vivent de la croissance. Nous sommes tributaires de la croissance. Nous ne créons pas notre propre richesse. Ça veut dire que si la France consacre beaucoup d'argent, et c'est le pays au monde qui en consacre le plus, 33% de son PIB à la solidarité. Le Danemark, c'est 30%, les États-Unis, c'est une vingtaine de pourcents, à titre d'exemple. On ne peut que redescendre, parce que nous n'aurons plus les moyens dans l'avenir, avec notre croissance faible, nous n'aurons plus les moyens dans l'avenir de financer notre modèle. Et c'est pour ça que les choses s'accélèrent extraordinairement depuis quelque temps. Ce n'est pas seulement pour des raisons philosophiques, morales, etc. C'est aussi ça. Mais c'est surtout parce qu'il y a une urgence extrêmement importante et nous sommes
là, poussés en permanence par l'Europe, croyez-moi, pour agir sur la maîtrise de ces dépenses-là. Alors, on sait qu'on dépense beaucoup et qu'on pourrait faire nettement mieux à partir de ces ressources. Et il faudra trouver des solutions, puisqu'on a une équation mathématique, c'est que les besoins croissent plus vite que les ressources. Et ça nous amène à trouver des solutions donc innovantes. Mais il faut remarquer que c'est toujours la nécessité qui rend innovant. Parce que faire moins bien avec plus, c'est à la portée de tout le monde. Et faire mieux avec moins, ça s'appelle le progrès. Voilà. Ou l'art. L'art étant finalement le maximum d'utilisation des ressources. Voilà. L'art. C'est très très peu de ressources, mais évidemment un résultat extrêmement important. Donc, il nous est demandé de trouver des solutions alternatives. C'est ça qu'on appelle désinstitutionnalisation, c'est le remplacement d'institutions classiques par des dispositifs qui seront moins consommateurs en ressources, mais qui apporteront des réponses plus ajustées aux personnes. Alors là, on a plein d'expériences, et je suis très optimiste parce que je rencontre tous les jours des opérateurs qui sont dans des expériences innovantes. Bon, elles sont minoritaires, bien sûr, globalement, mais elles sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus entreprenantes. Donc on a des gens qui ont des idées. Et c'est pour ça que la puissance publique met de l'eau dans son vin par rapport aux appels à projets, parce qu'elle a besoin de ces expériences. Et il faut d'ailleurs, qu'elle donne du mou, il faut qu'elle lâche du lest pour permettre effectivement à des opérateurs innovants de faire des expérimentations. C'est à travers ces expérimentations qu'on pourra faire émerger des systèmes qu'on pourra reproduire, répliquer et ensuite généraliser. Je suis confiant parce qu'effectivement, c'est dans l'esprit du ministère actuellement de procéder de la sorte, de s'intéresser aux expériences qui sont faites ici ou là, etc. Donc on a des expériences. Ces expériences, elles montrent qu'on peut aujourd'hui se doter d'organisations qui permettent de mieux répondre aux besoins des personnes, leur situation, etc., tout en coûtant moins cher. Alors comment est-ce possible? Allez-vous me dire? Précisément, qu'est-ce qui coûte cher aujourd'hui dans les prises en charge? C'est deux choses. D'abord parce qu'on ne consacre pas assez d'argent au service à la personne pour les raisons que j'ai indiquées, c'est-à-dire que les institutions en elles-mêmes, par leur simple entretien, leur simple fonctionnement, coûtent déjà des sommes énormes. Aux actualités, par exemple récemment, on nous a montré un exemple tout bête en matière de santé. Vous avez des hôpitaux qui, aujourd'hui, payent une chambre d'hôtel à des personnes qui doivent être suivies. Mais elles doivent être suivies, elles doivent rester plusieurs jours à proximité de l'hôpital, mais pas forcément dans l'hôpital, parce qu'elles n'ont pas forcément besoin, la nuit, de surveillance, de soins, etc. Donc, une convention a été passée, ça arrange certains hôtels d'ailleurs, qui effectivement proposent donc d'héberger, c'est une prescription, d'héberger ces personnes. Le résultat, c'est que une chambre d'hôtel dans un hôtel confortable, coûte 8 fois moins cher qu'un hôpital. Vous voyez, on a des boulevards. Bon, alors, évidemment, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a plein chez nous. Pourquoi coûte-t-on cher aussi? Parce qu'on ne part pas des besoins suffisamment des personnes. On surrépond, on fait des packages de prestations. Bien souvent, on multiplie les activités coûteuses, par exemple, tout simplement parce qu'il faut occuper les gens. Et pourquoi il faut les occuper? Parce qu'on les garde. Parce que si vous mettez quelqu'un dans une institution, il faut l'occuper pendant toute la journée. Sinon, il gamberge. D'autant plus qu'il est en institution, qu'il n'est pas chez lui. Bon, ouais. Donc, quelqu'un qui est chez lui, en fait, il n'a pas besoin d'autant d'activités. Il ne fait pas autant de choses que ça. Et puis, il paye déjà un loyer, de toute façon, etc., etc. Donc, il n'y a pas photo. On peut, effectivement, faire des économies. Alors, pas pour toute la population. Il y a des fractions de la population, bien sûr, qui ont des besoins de soins constants, de surveillance constante, et pour lesquels il n'est pas question aujourd'hui de les mettre, évidemment, de les forcer à occuper un domicile. Donc, il y a toujours nécessité, finalement, de services ou d'établissements qui offriront ce genre de prestations. Mais pour une partie seulement de la population en situation de handicap, alors que là, on a finalement condamné une partie extrêmement importante de gens en situation de handicap à être dans des institutions alors qu'ils pourraient très bien être ailleurs. Alors, on a une formule magique aujourd'hui pour justifier ça, c'est, j'entends souvent, il n'est pas prêt. Oui, il n'est pas prêt. Alors, cette personne-là en ESAT pourrait travailler en millionnaire. Non, il n'est pas prêt. Cette personne-là est en foyer, mais elle pourrait très bien loger chez elle. Non, il n'est pas prêt. On se demande qui n'est pas prêt.
Parce qu'en fait, nous ne voilons pas la face, il y a aussi un conservatisme qu'on peut comprendre, mais parce qu'il y a de l'inquiétude. Beaucoup de professionnels lient leur sort aux personnes qui sont là et leur sort aux institutions. Je l'entends souvent. Beaucoup de professionnels, effectivement, ont peur du mot désinstitutionnalisation. Mais pourtant, ils ne sont pas menacés. Ce n'est pas le travail des professionnels en soi qui est remis en cause. On aura toujours besoin de gens qui amènent des soins, qui font de l'accompagnement, qui amènent des loisirs, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est les conditions dans lesquelles ils vont travailler qui vont se modifier. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quel secteur, n'importe quelle fonction, n'importe quel métier. Plus personne ne peut imaginer dans quel secteur d'activité serait-ce possible. Plus personne ne peut imaginer aujourd'hui faire la même chose pendant 30 ans. Ça n'existe plus. Même plus le même métier. Vous avez des pays où la moyenne d'occupation dans un poste est de l'ordre de quelques années. Donc, on n'est plus dans une société où on se flattait, comme il y a 50 ans, de dire « je travaille dans la même boîte pendant 35 ans et voilà, je suis fidèle, je suis loyal. » Voilà. C'est terminé. Les jeunes générations ont déjà une vision parcours pour ce qui les concerne. Ils disent « je vais travailler 3 ans ici, je vais prendre de la valeur, ça sera bien pour mon CV, je vais apprendre des choses. » Je vais travailler 4 ans ici, etc. Je dirais même qu'aujourd'hui, c'est les travailleurs qui choisissent leur employeur, dans certains cas. Bon. Et oui, parce qu'ils veulent être là où il se passe des choses, où ils vont prendre de la valeur, et pas forcément s'enterrer dans des organisations qui, effectivement, sont trop conservatrices. Donc, il faut gérer tout ça, il faut raisonner parcours. Et le parcours, c'est le contraire de l'immobilité, c'est le contraire de la place. Avoir un parcours, c'est se déplacer. Et on comprend dès lors que, évidemment, l'institution dont l'origine étymologique est fixée, établir, l'institution par nature fixe, mais ne gère pas le mouvement. C'est pour ça qu'il faut qu'elle les change régulièrement, parce qu'elles sont incapables de gérer le mouvement. Ce qui introduit la complexité, ce qui fait que les établissements sont dépassés et périmés, c'est qu'ils ne pourront pas suivre les parcours. Ils n'ont pas été faits pour ça. Ils ont été faits pour l'inverse, ils ont été faits pour incorporer des personnes. C'est-à-dire pour déplacer des personnes de leur milieu originel, pour les mettre dans des environnements à part. Ils ont donc pratiqué ce qu'on appelle un développement séparé. De la naissance à la mort, du CAMS à l'EHPAD. Aujourd'hui, on nous demande de faire le contraire. Voilà. Donc effectivement, il y a une réinterrogation globale de nos façons de fonctionner. Gérer un parcours, c'est difficile parce qu'un parcours, ce n'est pas une autoroute, ce n'est pas une filière, ce n'est pas un cursus. Un parcours, c'est fait d'aléas, d'imprévus. Tous nos parcours sont totalement imprévisibles. Si on prend des gens connus, rien, mais vraiment rien, à l'âge de 8-9 ans, ne les prédestinait à ce qu'ils sont devenus. Qui aurait dit à Ray Charles qu'il deviendrait un grand jazzman ? Qui aurait dit, je ne sais pas, à Karim Benzema, parce qu'il est lyonnais, à 9 ans, vous imaginez ses profs, par exemple, lui dire « Mon petit Karim, t'inquiète pas, plus tard, tu seras milliardaire et une star internationale. » Personne, bien sûr. Mais tous les parcours sont imprévisibles. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, suivre un parcours demande un travail permanent de réajustement que les institutions classiques ne peuvent pas faire. Parce qu'elles fonctionnent dans la stabilité, les horaires, les emplois du temps. Et tout ça, ça ne colle pas aux aléas d'un parcours. Vous remarquez d'ailleurs que plus ça va, plus les institutions classiques se défont. Demain, ce sera l'école, également. Les entreprises ne fonctionnent plus du tout comme les anciennes entreprises. Toutes nos organisations sont questionnées par cette logique de parcours parce que nous raisonnons parcours à tous les niveaux, et aussi pour les personnes en situation de handicap. Par exemple, les professionnels aussi ont un parcours. Les entretiens professionnels sont faits pour ça. Quels sont les employeurs qui utilisent vraiment les entretiens professionnels pour raisonner parcours professionnel ? Quels sont les modes de promotion, par exemple, qui existent dans notre secteur pour les professionnels ? Vous voyez, il n'y a pas que les personnes en situation de handicap qui sont immobilisées. Les professionnels aussi sont immobilisés quelque part. Quelles sont leurs perspectives ? Donc c'est un grand chambardement auquel on assiste. Voilà. Et il faut le prendre comme tel. Il va falloir tout réinterroger, ce qu'on appelle de la réingénierie, c'est-à-dire une réinterrogation radicale de nos secteurs. Ça va concerner les modes d'accompagnement, ça va concerner le management, ça va concerner nos organisations. Voilà. C'est un très très vaste chantier. Et
pour ça, je terminerai peut-être là-dessus, on a 2 pistes clés, à mon avis. C'est le passage effectivement d'établissement en plateforme de service. Alors ça a été déjà dit, abondamment dit, oui, mais ça a été aussi noté. Il faut un alignement des planètes. C'est-à-dire qu'il faut que l'administration ne soit pas dans l'injonction paradoxale. Les MDPH, par exemple, alors en France, rien ne fonctionne pareillement. Vous n'avez pas 2 MDPH, 2 ARS, 2 conseils départementaux qui fonctionnent pareil. Parfois même, c'est même assez cocasse. Vous avez des délégations territoriales de l'ARS qui vous disent le contraire de ce que dit la direction régionale, parfois. Ça arrive. Bon. Vous avez le conseil départemental qui peut avoir une position totalement opposée à celle de l'ARS, etc., etc. Donc il faut faire avec tout ça. Et par exemple, vous voyez les MDPH. S'ils n'orientent pas, s'ils ne sont pas prêts à orienter vers des dispositifs et des plateformes, ça bloque le système. On ne peut pas demander aux opérateurs à la fois de faire évoluer leurs dispositifs et en même temps que les MDPH continuent de faire comme si de rien n'était. Les MDPH, c'était une bonne idée. C'était copié sur le modèle californien, guichet unique, sauf qu'on a pris les mêmes, les anciens des CDES, des Cotorep, et finalement, on leur a demandé de changer de paradigme, mais sans le mode d'emploi. Les MDPH, par exemple, aujourd'hui, ne font qu'une partie seulement de leur mission. Elles sont censées aider les personnes à élaborer un projet de vie. On voit très peu de projets de vie. Et pourtant, c'est la pierre angulaire de tout. Si on ne part pas des besoins des personnes et de leur projet de vie, comment peut-on prétendre gérer leur parcours, les aider à réaliser leur parcours de vie? Les ARS, elles ramènent souvent les opérateurs à des budgets par établissement et services. J'ai des tas d'exemples d'opérateurs avancés, innovants, qui ont voulu mettre en place des plateformes de services et qui parvenaient. Mais on les ramenait chaque fois à la case départ. Oui, c'est bien ce que vous faites, c'est innovant, mais on veut toujours un budget par établissement ou par service. Donc il faut en finir avec finesse, il faut en finir avec cette idée de nomenclature d'établissements et de services. Alors, on a eu récemment une réforme, mais elle est insuffisante. Bon, on peut considérer que c'est une avancée. Il y a moins de tuyaux d'orgue, mais le problème, c'est qu'il faut aller bien au-delà. Il faut en finir effectivement avec ces catégorisations d'établissements et de services. Je ne fais que répéter la conclusion du rapport Vacher-Janet, qui dit en toutes lettres, la catégorisation en établissements et services médico-sociaux est un obstacle, pas un frein, un obstacle à la continuité des prises en charge. On a tous les éléments aujourd'hui qui ont été posés par des rapports, des textes, etc. Bon. La question maintenant, c'est de passer à l'acte. Voilà. Donc il faut que les opérateurs, effectivement, commencent à penser différemment leurs organisations. Une plateforme de service, ce n'est pas qu'un regroupement d'établissements ou de services, c'est une transformation. Oui. Je prends un exemple trivial, mais ce n'est pas parce que vous mettez des œufs les uns à côté des autres que vous faites une omelette. Voilà. Donc c'est une transformation destinée à pouvoir suivre le parcours de personnes. Et évidemment, une plateforme n'a pas vocation de tout faire. Là aussi, ça a été dit, mais il faut le répéter. Elle a vocation même, petit à petit, à se restreindre, c'est-à-dire à se recentrer sur son cœur de métier, qui est précisément la coordination de parcours. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Si on veut inclure les gens dans le droit commun, il faut solliciter le droit commun. Et donc, il faut arrêter de faire de la substitution au droit commun. Le travail des professionnels de demain, d'ailleurs, ça ne sera pas de remplacer le droit commun, ça va être de préparer le droit commun à l'accueil des personnes. Donc là, on a une mutation de la formation qui, malheureusement, n'est pas entérinée suffisamment par nos centres de formation, mais qui sont à la traîne. Mais tant pis pour eux, la formation va se déplacer. Mais le travail des professionnels de demain va être de préparer effectivement les acteurs du droit commun, les milieux, les environnements du droit commun à accepter des personnes, c'est-à-dire les accompagner, pas remplacer, pas dans la substitution, mais accompagner vers. Et on a un nouveau métier donc, qui est en train de prendre une place extrêmement importante, c'est le métier de coordinateur de parcours. J'ai contribué avec d'autres partenaires d'ailleurs à faire en sorte qu'émerge un diplôme universitaire à Bordeaux, par exemple. Mais beaucoup d'organismes de formation actuellement sont en train de développer des offres dans ce sens-là, parce qu'il y a une demande extrêmement importante, aussi bien des dirigeants que des professionnels eux-mêmes. C'est une fonction passionnante. Un nouveau métier comme le job coaching, comme la gestion de cas, comme beaucoup d'autres aujourd'hui.
Un nouveau métier qui, précisément, va servir à ajuster l'offre à la demande, c'est-à-dire à ajuster les attentes et le projet de vie de la personne et les réponses qui sont faites, de façon à sortir d'un problème énorme qu'a notre secteur, c'est d'être juge et partie, c'est-à-dire d'être pris dans des conflits d'intérêts. Nous avons des associations qui sont à la fois gestionnaires de professionnels et en même temps qui se veulent représentatives d'usagers. C'est juste difficile. Il y a toujours se fera taper aussi sur les doigts par l'Europe, bien entendu. Le fait d'avoir développé, comme on l'a fait de manière étatisée finalement, un système fortement institué avec sous économie administrée, ça a eu un inconvénient, c'est que ça a confisqué la représentation des usagers. Et quand on se compare, et cet après-midi vous le verrez avec d'autres intervenants, quand on se compare aux autres pays d'Europe, on est exactement l'inverse. Eux ont développé énormément d'associations d'usagers qui ont fait pression sur la législation de ces pays pour aller vers le droit commun. Et nous, finalement, on s'aperçoit qu'on a très très peu d'associations représentatives. On a nous aussi, mais qui est, je crois, à 600 adhérents, ce qui n'est quand même pas beaucoup à l'échelle d'un pays comme l'autre. On a une AFAM, effectivement, dans la santé mentale, mais on n'a pratiquement rien. Voilà. Vous voyez ? Et on a des associations, il faut bien le dire, et je le dis sans hostilité, mais c'est un constat quand même statistique, on a des associations qui ont plus de salariés que d'adhérents parfois. Ce qui est juste le contraire d'une association. C'est-à-dire une sorte d'entreprise déguisée sous le chapeau d'une association. Voilà. Donc oui, on a tout ça aujourd'hui qui est en jeu, et je le dis encore une fois tranquillement, parce qu'un consultant, il ne représente personne. On n'est même pas obligé de le croire. Hein. Bon. Oui, il ne représente personne. Je ne représente aucun intérêt, ni syndical, ni administratif, ni professionnel. Donc je peux parler tranquillement, mais ce qu'on attend d'un sociologue, c'est justement de donner des grilles de lecture et de prendre du recul par rapport aux événements sociaux pour bâtir, pour ceux qui veulent bien s'en servir, pour bâtir des scénarios. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, il faut mettre à plat tout ça pour voir comment on va pouvoir transformer notre offre de service. Parce que de toute façon, ça, il n'y a pas d'un doute là-dessus, elle se transformera. Elle se transformera. Mais la question, c'est qu'il faut qu'elle se transforme de la manière la plus intéressante possible, la plus productive possible, la plus tranquille possible. Voilà. Et pour ça, donc, il y a un énorme travail aussi d'information à faire de la part des opérateurs. Ce sera ma conclusion, vous voyez, mais sous forme d'anecdote. Je vais faire un petit sondage ici. Je le fais depuis plusieurs années partout où j'interviens. Par exemple, combien de personnes ici ont lu la recommandation européenne pour la désinstitutionnalisation des enfants? Moi, c'est pas mal. Hein. Vu le nez comme ça, 5-6. Vous êtes dans la moyenne. Vous voyez, 99,99% des acteurs de notre secteur n'ont pas lu cette recommandation. Eh bien, ça veut tout dire, parce que cette recommandation, d'abord, elle est courte, elle fait 12 pages. C'est intéressant, par rapport aux recommandations de l'ANESM, par exemple, qui sont pléthoriques. Et en 12 pages, vous n'avez rien moins que toute l'évolution de l'action médico-sociale en Europe pour les 20 ans qui viennent. Alors, s'il y a un texte à lire, c'est bien celui-là. Mais à votre avis, pourquoi il est si peu diffusé? Alors, il y a un autre texte, celui-là, franco-français, qui concerne les adultes. C'est le protocole d'accord concernant le parcours résidentiel des personnes en situation de handicap. Passé entre l'Assemblée et les départements de France et toutes les grandes fédérations, dont l'APF, toutes les grandes fédérations. Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a plein même de dirigeants de ces fédérations qui n'ont pas lu ce texte. Et on a un vrai problème d'information. C'est-à-dire que comment voulez-vous qu'on fasse changer tout un secteur en quelques années, à partir du moment où, les centres de formation d'ailleurs sont également coupables, où on n'informe pas suffisamment les personnels de ces évolutions. On a un problème majeur de formation, de terminologie. Vous voyez, on est toujours en train de discutailler sur un certain nombre de termes qui devraient être complètement définis et acquis. Voilà. On est encore à se perdre sur des questions de tarification, ce qui montre qu'on n'est pas très clair, mais c'est logique. Hein. Séraphin PH, Séraphin PH, pour moi, c'est un outil intéressant. C'est la première fois qu'on a un langage commun.
pour parler des besoins et des réponses, c'est quand même incroyable, c'est inouï. Bon. C'est la voie qui pourrait tout à fait préparer, finalement, à une solvabilisation aussi des bénéficiaires. Par exemple, c'est-à-dire pourquoi se compliquer la tâche alors que certains pays ont des réponses simples. On pourrait très bien avoir une étude de situation pour chaque personne, au fond un pack pour chaque personne, une étude de situation pour chaque personne. On lui attribue effectivement des ressources qui vont de pair avec les réponses dont elle a besoin. Et on a quelqu'un qui accompagne ce parcours, un case manager, un coordinateur de parcours, un assistant familial, comme Trisomie 21 par exemple le prône, un coach, peu importe, quelqu'un qui suivrait le parcours. Pourquoi faire des gosses? Pourquoi faire des PAC? Pourquoi faire des PCPE? Pourquoi recréer de la complexité après s'être efforcé d'essayer de simplifier en mettant en place un guichet unique qui était la MDPH? Voilà. Alors le sociologue, lui, a une réponse sur ma conclusion. Le sociologue a une réponse, c'est que finalement, la complexité sert toujours à quelqu'un. Voilà. La complexité sert, mais elle a un coût. Elle a un coût très important. Voilà. La complexité sert, et puis bon, mais les hommes sont pris par des rapports de pouvoir, et finalement, les Français veulent toujours que le changement... Ils ne sont jamais contre le changement chez les autres. Mais qui veut changer? Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez des questions de territoire, chacun s'observe, et voilà le problème. Si on était tant que ça au service des personnes, où est le problème? On peut s'entendre entre associations, puisqu'on a la même finalité. On devrait mutualiser finalement toutes nos ressources. Voilà. Mais je reste optimiste parce que, vous voyez, j'arrive maintenant un peu en bout de course, moi aussi, hein, enfin, bout de parcours professionnel quand même. Et je trouve qu'il se passe de plus en plus de choses. Il y a de plus en plus d'expériences, de plus en plus d'innovations. On a quand même fantastiquement évolué en 35 ans. Si je prends ce recul qui est le mien, on est passé quand même, quand on regarde bien, d'établissements où parfois il y a eu des dirigeants sans aucune formation d'ailleurs, hein, des institutions où les gens logeaient sur place, qui étaient quand même assez enfermantes, où il n'y a pas de contrôle, il y avait beaucoup de maltraitance, il faut le dire. Il n'y avait pas que de la maltraitance, mais il y avait beaucoup de maltraitance. Aussi, aujourd'hui, un système quand même qui a tellement progressé en termes de qualité, en termes de formation, en termes d'attention. Et tout ce qui nous semble évident aujourd'hui, à partir du projet de vie, à partir des besoins, à partir des attentes et dans la bientraitance, ce sont des mots aujourd'hui qui nous paraissent évidents, qui n'étaient pas du tout à une époque. Pas du tout. Vous voyez ? Quand j'ai proposé la première consultation, par exemple, en 1991, la première consultation de personnes accueillies, vous savez ce que m'a répondu le directeur? Il m'a dit, mais si on se met maintenant à demander leur avis à des personnes handicapées, où on va? Voilà. Vous imaginez aujourd'hui qu'un directeur puisse dire ça? Non, c'est pas imaginable. Et c'est là qu'on voit le cheminement, quand même, qui est le nôtre. C'est que le niveau aujourd'hui de nos réflexions est quand même très, très élevé. Voilà. Et donc je me réjouis personnellement de cette évolution. Et vous soyez si nombreux, c'est un signe aussi, dans un colloque de ce type, et qu'on puisse mettre à plat, aujourd'hui, sans tabou, toutes ces questions-là. Je vous remercie. Merci Jean-René Louba. Nous avons un temps d'échange. Vous souhaitez poser des questions, apporter peut-être une critique, parce que vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord avec Jean-René Louba. Il est tout à fait ouvert naturellement à la discussion. Donc si vous souhaitez intervenir, je vous demande de bien vouloir lever la main bien haut, de façon à ce que nous puissions prendre en compte votre demande pour vous apporter le micro. Jean-René Louba, tout cela va nécessiter un très grand travail d'accompagnement managérial quand même au sein des équipes. Oui. Bon, c'est une question. Oui, c'est une question. Oui, non, mais tout à fait. Et je dirais même, soyons clairs, le management, ça va être la clé de ce changement, parce que, bon, en définitive, ces évolutions ont quand même pénétré largement les mentalités, largement les professionnels. Je rencontre tous les jours des professionnels qui sont
Ils sont pas encore une fois, ce n'est pas l'ensemble des professionnels, mais je rencontre de plus en plus de professionnels qui n'attendent qu'une chose, c'est que leur donne finalement un feu vert pour avancer dans cette direction. Mais les problèmes restent liés quand même au fonctionnement des organisations et au mode de management. Il va falloir d'abord repenser aussi la formation, repenser le recrutement, faire de la GPEC, parce que là encore, il faut anticiper. Il y a plein de choses qu'on n'a pas anticipées. Par exemple, l'évolution des populations qui ne sont plus tous les mêmes aujourd'hui. Bon, prenons un IME, par exemple. On n'a plus du tout les mêmes populations aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Bon, mais si on n'a pas fait le GPEC, on n'a pas fait bouger les compétences. Et on se retrouve avec des professionnels qui sont de plus en plus en décalage avec ces populations. Voilà, donc il faut faire de la GPEC, mais il faut aussi sortir d'un cadre conventionnel qui est totalement obsolète, puisqu'il ne prévoit même pas les métiers émergents. Voilà. Il faut penser promotion. Il faut penser promotion, parce que vous voyez, par exemple, je discute avec des coordinateurs de parcours qui ont déjà 2-3 ans d'expérience. Ils commencent à me dire, oui, c'est bien, on est très satisfait de ce qu'on fait, c'est très très bien, oui, d'accord, mais on nous demande de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de compétences, ce qui est vrai. Mais cela dit, on n'est pas mieux rémunéré, et même parfois, certains perdent des primes. Bon, si on n'arrive pas aujourd'hui à reconnaître un sujet qui est délicat entre tous, à reconnaître effectivement les responsabilités et à prévoir des modes promotionnels, on risque de ne pas garder un professionnel de valeur. Et nous y reviendrons d'ailleurs pendant ces 2 jours. Nous avons une intervention dans la salle, c'est à vous. Bonjour, Thomas Biruex, je travaille dans un SAVS et un SAMSA en Haute-Savoie. Je voudrais vous poser une question alors qui arrive peut-être un petit peu à retardement aussi parce qu'elle aurait pu concerner M. Pifto, mais vous avez évoqué tous les deux le système de financement par solvabilisation. C'est un système qui a déjà été expérimenté par la mise en place de la PCH. Quel bilan on en fait aujourd'hui? Et est-ce qu'on peut imaginer qu'on aille vers ça? Parce qu'aujourd'hui, dans les grandes choses que redoute le secteur, effectivement, j'entends beaucoup parler de la tarification à l'activité ou un dérivé, mais par contre, effectivement, pas de la solvabilisation, qui ne serait pas forcément à redouter. Je voudrais juste peut-être faire une petite parenthèse avec une expérience qu'on a vécue. Je travaille dans un département où il y a un système d'aide sociale qui établit des personnes sont éligibles ou ne sont pas éligibles. Donc certaines personnes doivent financer leur SAVS ou leur SAMSA. Et on se rend compte que quand on doit faire comprendre ou qu'on doit faire payer à des personnes 7 jours sur 7 un service qui n'intervient qu'une fois par semaine et qu'elles voient le coût que ça leur coûte et qu'elles nous disent mais pour le même prix j'aurai 5 heures par jour une aide à domicile, on a du mal à faire valoir la plus-value qu'on peut apporter. Donc effectivement, où on en est aujourd'hui avec cette idée de solvabilisation. Je vous remercie de cette question parce qu'elle est vraiment très, très importante. Alors, loin de moi l'idée, encore une fois, en tant que consultant, de me positionner. Au fond, un consultant n'a pas à se positionner. Laissons les acteurs, en fait, négocier et faire. Mais simplement, encore une fois, en termes d'anticipation, c'est un vrai débat. Il ne faut pas le fuir parce qu'il va se poser de plus en plus. C'est indiscutable. Et beaucoup de pays européens ont fait ce choix-là. Et je pense que tôt ou tard, la France fera ce choix. Bon, elle ne peut pas le faire tout de suite, cela dit. Pour raisons sur lesquelles je vais revenir. Songez quand même que dans le dernier rapport du sénateur Mouillet, qui a été cité tout à l'heure, il y a un passage qui évoque ça. Bon, alors évidemment, c'est le langage de sénateur, hein, c'est-à-dire très, très politiquement correct, très feutré, très diplomatique. Il dit le groupe de travail s'est penché sur cette question. D'accord. Et il dit aussi un peu plus loin qu'il faut rationaliser, c'est le mot, hein, la répartition entre les aides directes et les aides indirectes, etc. Tout ça, si on lit entre les lignes, veut dire que c'est un vrai sujet de préoccupation. Bon. Bien sûr, il y a des mouvements militants, d'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus, des mouvements associatifs militants qui sont pour cette solvabilisation. Donc, c'est un vrai débat, bon, c'est clair, qui va se poser de manière aiguë. Faut-il en avoir peur? Ça, après, c'est une autre question. À mon avis, je ne vois pas pourquoi il faudra en avoir peur, puisque, en fait, je le répète, les personnes en situation de handicap auront toujours besoin de professionnels. Et je dirais même que plus ça ira, plus ils auront besoin de professionnels, puisque la société se complexifie. Il y aura toujours plus de gens, finalement, en situation de handicap. Et plus les droits augmenteront, plus la reconnaissance des droits augmenteront, plus ils seront consommateurs aussi d'un certain nombre de services. Voilà. Comme nous tous, d'ailleurs. Quand on regarde bien,
en 50 ans, ce sont les services qui se sont développés. Nous sommes de plus en plus, nous aussi, consommateurs de services, donc il n'y a pas de souci à avoir en termes d'activité. Bon, simplement, effectivement, ça peut affecter certains opérateurs, parce qu'aujourd'hui, ce sont des grosses entreprises, souvent les premiers employeurs localement, et qu'ils ont un patrimoine immobilier extrêmement important. Et je répète, cette question-là, il ne faut pas la négliger. Ça va être un vrai frein, parce que beaucoup se demandent, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce patrimoine-là? Comment on va le reconvertir? Comment on va se relocaliser, par exemple? Ce que souhaitent souvent ce que souhaite la puissance publique. Elle incite les opérateurs à se relocaliser là où il y a des ressources, près des villes, par exemple, etc. etc. Voilà, donc oui, c'est un vrai débat. Et pour finir sur la tarification, bon, là aussi, on agite un peu, on aime bien se faire peur. Séraphin ne va pas déboucher sur une tarification à l'acte. Pour une raison bien simple, c'est que s'il fallait arriver à identifier tous les actes qui peuvent être rendus par une organisation médico-sociale, ce serait une véritable usine à gaz. Bon, dans la santé, déjà, c'est compliqué, mais la santé est a un champ beaucoup plus délimité. C'est un secteur aussi qui est déjà hautement technologique, rationalisé, scientifique. On a l'habitude de raisonner protocole. Et malgré ça, on sait que la tarification à l'acte, elle a été surtout pensée pour les soins aigus, pas pour les accompagnements de longue durée. Et c'est là que le bas blesse. Et le médico-social, c'est justement ce qu'il fait. Il fait essentiellement de l'accompagnement sur des durées importantes. Et tous azimuts, on s'occupe de la vie affective des gens, on s'occupe de leur santé, on s'occupe de l'accès à l'emploi. Vous imaginez à peu près l'usine à gaz qu'il faudrait si on voulait tarifer à l'acte. Donc, à mon avis, c'est matériellement pas possible. Nous avons une autre intervention dans la salle. C'est à vous. Bonjour, Virginie Tchemodanov, je suis psychologue au CAMS de Metz. D'abord, merci beaucoup. Et moi, ce que j'entends dans votre propos de manière générale, après peut-être que j'interprète, c'est quelque part quelque chose de l'ordre qu'on observe sur le terrain aussi, une espèce de réhabilitation du lien social et puis du soutien familial aussi dans la désinstitutionnalisation. Et je me dis que effectivement, antérieurement, l'État a pu aussi provoquer ça, c'est-à-dire au sein des familles, puisque nous on bosse avec les enfants, dire vous ne pouvez pas vous professionnaliser, accompagner votre enfant, donc il a une place en institution et ça va se passer comme ça. Et effectivement, on se rend compte là actuellement que l'un des enjeux chez nous, donc CAMS, on est en service ambulatoire, c'est quelque part aussi d'accompagner cette transition-là, puis de former, alors entre guillemets, de faire partager nos savoirs et nos expertises avec les parents, avec les enseignants, chez les petits, personnel de crèche. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'encore timide, encore assez émergent, parce qu'on a quand même peut-être du mal à lâcher ça, c'est-à-dire qu'on commence à adhérer peut-être à l'idée, et puis c'est une idée assez noble, de désinstitutionnaliser, que les personnes puissent être chez eux, en famille, chez eux tout court. Mais est-ce qu'on est réellement prêt à partager notre savoir et est-ce qu'on est prêt aussi, à contrario, à entendre qu'on a des familles qui ne veulent pas, pour leur parcours de vie, qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas assumer tout ça non plus. Voilà, je voulais partager ça avec vous et puis avec le public. Merci. Oui, tout à fait. Mais c'est un sujet fort parce que, en fait, quand vous lisez la recommandation européenne pour la désinstitutionnalisation des enfants, on comprend qu'effectivement, on est dans un mouvement de balancier. On passe du tout institutionnel au tout à domicile. Bon. Comme tout mouvement de balancier, il est évidemment extrême. Bon. Mais toutes les mesures qui sont prévues en direction des familles, y compris les séjours de répit, par exemple, et c'est pour ça que ça s'est beaucoup développé. La prévention, la formation, les aides, etc. Bon. Donc c'est un grand chamboulement. Alors, le sociologue que je suis, forcément, s'interroge là-dessus. Nos sociétés sont interrogées, parce que d'un côté, elles désinstitutionnalisent, parce que on assiste à un grand mouvement de défiance, au fond, généralisé vis-à-vis des institutions. Toutes les institutions, y compris nos institutions d'ailleurs politiques, juridiques, etc., l'école, etc. Bon, on assiste à un grand mouvement de défiance et on s'aperçoit que finalement, dans ces cas-là, on se replie finalement sur l'institution familiale, qui est aussi une institution d'ailleurs, mais on se replie sur l'institution familiale dans bien des cas. Et de la même manière qu'aujourd'hui,
la famille redevient aussi une cellule de recours. Je pense notamment à tous ces jeunes qui sont au chômage et qui sont chez leurs parents, par exemple. Vous voyez, alors que dans les années 70, les jeunes n'avaient qu'une idée, c'était partir le plus vite possible de leur famille. Donc on voit bien que là, on a aussi connu en 30 ans un bouleversement extrêmement important. Donc oui, la cellule familiale va reprendre de l'importance, c'est clair, comme agent au fond économique. Et forcément, il y a toujours un antagonisme entre la famille et les institutions, comme il y en a un historique entre l'État et la famille. Toutes les institutions cherchent à limiter l'impact de la famille. Ça, c'est clair. Et à l'extrême, vous avez les organisations de jeunesse, des régimes totalitaires, qui carrément, comme les sectes d'ailleurs, essayent de retirer l'enfant de leur famille, comme l'a fait d'ailleurs l'Église aussi, avec les organisations, ces différentes organisations. Donc il y a toujours une lutte au sein de la société entre le pouvoir, ce pouvoir naturel, entre guillemets, des parents, et puis le pouvoir des institutions. Donc en fait, ça n'est pas au fond surprenant, c'est une sorte de lutte permanente et constante. Merci Jean-René Loubat. Face à la lame de fond démographique et économique qui rend notre système intenable, il faut désapprendre, déconstruire, faire mieux avec moins. C'est le progrès, c'est même un art, et l'on progresse par le mouvement, c'est-à-dire le parcours. Il faut en finir avec la catégorisation, informer davantage sur les évolutions, et la clé sera le management. Je suis optimiste, nous dit Jean-René Loubat. Belle synthèse. Merci.